America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، فهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Une douzaine de pays dans le monde ouvrent les portes de leur armée aux ressortissants étrangers. Aux États-Unis, la seule condition pour rejoindre l'armée est la détention préalable de la Green Card. Le Royaume-Uni admet des ressortissants du Commonwealth. L'Espagne accueille ceux de ses anciennes conquêtes sud-américaines. Et la Russie, des ressortissants russophones des anciennes républiques soviétiques. Toutefois, l'entité d'occupation le fait sur l'unique critère ethno-religieux. Cette dernière offre à tout non-israélien la possibilité de servir dans ces unités dès lors qu'il est juif ou que l'un de ses parents ou grands-parents est juif. L'origine remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand quelques milliers de volontaires appelés des Mahalniks, issus de dizaines de pays et partisans de la cause sioniste, vinrent soutenir par les armes la création de ce qui est qualifié d'État d'Israël. Le principe est resté le même aujourd'hui, le renforcement des réseaux de solidarité au sionisme au sein des communautés juives dans le monde et leur entretien idéologique. J'ai été appelé immédiatement par mon officier de réserve pour me dire que on allait sûrement être appelé et qu'il fallait que je me tienne prêt. J'ai immédiatement regardé comment faire pour rentrer en Israël. À Paris, il y avait un nombre de gens qui attendaient pour rentrer qui était phénoménal, des gens qui n'avaient pas de billets mais qui voulaient rentrer plus rapidement. Et on va devoir faire ce qu'il faut pour qu'ils ne puissent pas récidiver. Là, on prépare les tanks, on prépare nos affaires et ça va être d'être sur le front. Alors que l'armée israélienne se livre depuis le 7 octobre dernier à un véritable massacre dans la bande de Reza et qui agit comme une milice avérée, plus de 4000 soldats de nationalité française sont aujourd'hui engagés dans l'armée israélienne. C'est ce que révèle un député de la France insoumise. Avec nous justement en ligne à partir de Paris, Monsieur Thomas Porte, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avec nous à partir de Paris, je le rappelle. Vous avez demandé, Monsieur Thomas Porte, à ce que, à cet effet, la justice soit saisie. D'abord, on réclame des poursuites contre tous les crimes de guerre qui sont commis, notamment par l'armée israélienne depuis plusieurs semaines, qui bombarde des écoles, qui bombarde des civils, qui s'attaque à des ambulances, qui cible les salariés des Nations Unies. Et on a découvert, via un article de presse française, qu'il y avait entre 4000 et 4100 Français ou franco-israéliens. 4185, précisément. 4185 qui seraient engagés aux côtés de l'armée israélienne, notamment sur le front à Gaza. Et moi, ce que j'ai demandé, et j'ai adressé un courrier d'ailleurs cette semaine au ministre de la Justice française, pour que des enquêtes soient ouvertes contre ces personnes-là. Et si elles se sont rendues coupables de crimes de guerre, je souhaite qu'elles soient traduites devant la justice française. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, des citoyens français se rendent coupables de crimes de guerre. Je crois que c'est une question de justice et une question de droit international. Avez-vous obtenu une quelconque réponse, sinon le courroux bien sûr que vos propos ont dû susciter? Avez-vous obtenu une quelconque réponse ou un retour, évidemment politique et judiciaire, je m'entends? Aujourd'hui, j'ai pas eu de retour. Je vais, dans la foulée, cette semaine, saisir le procureur de la République, parce que les parlementaires français ont le droit de faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire de saisir le procureur pour demander qu'il y ait une ouverture d'enquête, parce que je considère que cette situation est extrêmement grave. Elle fait honte à la France. Ça serait un déshonneur que d'avoir des concitoyens français qui se rendent coupables de crimes de guerre. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu beaucoup d'attaques de la part des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël qui continuent de couvrir ces crimes de guerre, qui continuent de couvrir les exactions de l'armée israélienne.
Moi, je souhaite simplement que la justice puisse s'appliquer et je continuerai à mener cette bataille tant que je n'aurai pas de réponse sur ce qui se passe aujourd'hui sur ces 4185 compatriotes français. Monsieur Thomas Porte, vous expliquez que le problème n'est pas l'engagement aux côtés d'une autre armée, mais l'engagement aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Crime de guerre a été prononcé dans de multiples discours politiques. Ça sous-entend que ces soldats, ces binationaux franco-israéliens, peuvent être poursuivis par une autre juridiction, évidemment, dans d'autres pays. Écoutez, je crois que oui, si la Cour pénale internationale ouvre une enquête, et nous le souhaitons, et que ces crimes de guerre sont reconnus comme tels, celles et ceux qui se sont livrés à des crimes de guerre sont coupables et doivent être jugés. Mais je crois que la France doit prendre ses responsabilités. Nous, on n'a pas l'habitude d'appliquer la double peine. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce que j'ai demandé. On a même dit déchéance de nationalité. Moi, il n'est pas question de demander la déchéance de nationalité pour ces personnes-là. Il est simplement demandé que la justice fasse son travail, que des enquêtes très précises soient menées. Et si ces gens-là n'ont pas commis de crimes de guerre, il n'y aura pas de condamnation. Maintenant, si on voit au travers des dossiers qui sont montés, des enquêtes qui sont menées par le ministre de la Justice française, y compris par la Cour pénale internationale, il faudra qu'il y ait des sanctions contre ces personnes-là. On ne peut pas accepter, moi je le dis, c'est quand même un problème d'avoir des citoyens français qui seraient aux côtés d'une armée qui commet des crimes de guerre. Et la voix de la France, elle doit s'exprimer de manière très claire, et c'est pour ça qu'elle doit condamner ces gens-là s'ils sont coupables de crimes de guerre. Je demande simplement que la justice se penche sur ces 4185 cas de manière individuelle, précise, documentée, de manière à ce que s'il y a des gens qui sont, encore une fois, coupables de crimes de guerre et que les preuves sont apportées, que la justice française, derrière, instruise des dossiers et rende sa justice. Je crois que c'est tout à fait normal. Et qui peut s'opposer dans notre pays à ce que des gens qui ont commis ou qui se rendraient coupables de crimes de guerre ne soient pas jugés par la justice française? C'est une question aussi de droit national et une fois de plus de respect de la justice, de droits de l'homme. Et c'est une question d'humanité au fond. Vous avez subi des menaces, monsieur Thomas Porte, via une vidéo qui a circulé. Oui, j'ai subi beaucoup de menaces depuis le 7 octobre dernier. Je crois que si celles et ceux qui veulent nous faire taire, pensent nous faire taire parce qu'ils nous menacent, parce qu'ils nous insultent, parce qu'ils envoient des courriers sur notre boîte mail, y compris dans nos bureaux à l'Assemblée, ils se trompent. Jamais nous ne baisserons les yeux, jamais nous ne baisserons la voix pour défendre le peuple palestinien qui est aujourd'hui massacré par l'armée israélienne. Jamais nous ne baisserons la voix et nous serons toujours du côté du droit international, toujours du côté de la paix, toujours du côté de l'humanité, toujours du côté des populations civiles qui sont les premières victimes de ces crimes de guerre. Je subis des menaces, mais c'est pas ça qui changera mes convictions politiques et au contraire, je continuerai à défendre et à apporter mon soutien au peuple palestinien. Monsieur Thomas Porte, vous avez précisé que la colonisation constitue un crime contre l'humanité, qu'à cet effet, les citoyens de nationalité française qui participent à cette guerre dans les territoires palestiniens doivent répondre également aussi de leur acte. Vous avez évoqué les colons de nationalité française. Oui, parce qu'il y a aussi, on parle beaucoup de Gaza ces dernières semaines, et à juste titre, puisque c'est là où l'opération militaire israélienne se concentre dans une violence extrême. Je rappelle quand même au passage que nous sommes quasiment, selon le dernier bilan, à 20 000 personnes tuées, dont la très très grande majorité de civils, de femmes et d'enfants, de gens sans défense, qui n'ont rien demandé à personne. Mais il y a aussi la situation qui nous préoccupe en Cisjordanie et dans les territoires occupés, où la colonisation continue, s'accélère. Des fonds ont même été débloqués par la municipalité de Jérusalem pour accélérer la colonisation. Et on a vu en Cisjordanie, je crois, selon mes derniers chiffres, il y a eu 200 Palestiniens tués par des colons israéliens et protégés par l'armée. Et s'il y a effectivement des citoyens de nationalité française qui sont aujourd'hui dans des territoires occupés, qui ont colonisé des maisons qui appartenaient aux habitants de Gaza et qui appartenaient aux Palestiniens, la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est reconnu par le droit international. Absolument. Et là aussi, je crois qu'on ne peut pas accepter, dans la position actuelle des choses, qu'on ait des citoyens français qui se rendent coupables de faits de colonisation. Et là aussi, c'est pour ça que j'ai dit dans ce courrier que je demande que là aussi, des enquêtes soient ouvertes. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur toutes les personnes, mais simplement, il faut aussi regarder factuellement ce qui se passe. Et là encore, s'il y a des faits avérés de colonisation, il faut que ces gens-là soient condamnés parce que ces crimes contre l'humanité ne peuvent rester impunis. On sait que c'est responsable aussi de la situation actuelle et ça fait des décennies que la colonisation s'accélère au sein des territoires occupés, que les violations du droit international sont multipliées par 5, 10, 15, 20 tous les ans
Et il faut arrêter avec la colonisation. Et un des messages que doit envoyer le gouvernement français, c'est de dire nous n'acceptons pas que des concitoyens de nationalité française puissent se livrer à de telles pratiques. Ce n'est pas ce message que nous avons perçu, Monsieur Thomas Porte. Le président français, lors de son récent déplacement et lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, a déclaré que la France est aux côtés d'Israël. Il n'y a pas eu de demi-mesure. Il s'agit du soutien politique, mais aussi militaire tout à fait, on va dire, total dans la démarche. Je regrette évidemment les prises de position d'Emmanuel Macron. Je crois que la voix de la France a cruellement manqué et elle a fait honte à notre pays. Il a fallu quand même quasiment 60 jours avant que le président de la République n'ose dire qu'il fallait un cessez-le-feu. Je remarque quand même que la ministre des Affaires étrangères s'est rendue ces derniers jours en Cisjordanie, qu'elle a dit que la colonisation devait s'arrêter. Hier, nous l'avons interrogée par l'intermédiaire de mon collègue député Éric Coquerel et elle a répondu que la France allait prendre des sanctions contre les citoyens français qui se livraient à la colonisation. Mais vous avez raison sur un aspect. Nous n'avons plus le temps d'avoir des mots. Il faut des actes concrets. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à ce qu'il y ait des sanctions politiques, financières, qui soient prises contre l'État israélien, qu'on arrête de livrer des armes. L'Union européenne a les moyens, via des accords de coopération, de mettre la pression à l'État israélien. Quand Vladimir Poutine et la Russie ont bombardé l'Ukraine, des sanctions ont été prises contre le dirigeant russe et contre ces oligarques qui finançaient ces campagnes-là. On a su saisir les biens, par exemple, des personnes qui étaient proches de Vladimir Poutine. On a pris des sanctions économiques contre la Russie. Aujourd'hui, il y a un 2 poids 2 mesures qui est absolument inacceptable. Et Israël continue à mener des actions et des crimes de guerre. Et il faut qu'il y ait des sanctions. Et moi, j'appelle la France à durcir le ton, à prendre des sanctions pour, dans un premier temps, et c'est l'urgence absolue, pour qu'il n'y ait plus de morts, faire imposer un cessez-le-feu immédiat. C'est l'urgence, c'est la priorité du moment. Vous avez tenté de vous rendre à Reza avant le 7 octobre. Vous avez été empêché d'accéder à Reza. Vous avez, à l'inverse des rhétoriques courantes, qualifié Reza de prison à ciel fermé, contrairement à ce qui est dit fréquemment. Vous avez tenté de vous rendre à Reza et vous avez été empêché de vous y rendre. Comment expliquez-vous tout cela ? Oui, effectivement, j'ai tenté de me rendre à Gaza pour aller à la rencontre du peuple palestinien. Je devais rencontrer des responsables associatifs, des agriculteurs, des pêcheurs qui rencontrent des difficultés terribles et qui sont victimes du blocus israélien imposé à Gaza depuis plusieurs années. Parce qu'effectivement, vous avez raison, j'entends souvent que dans la communication israélienne, l'armée israélienne n'est pas à Gaza et que finalement ce serait un territoire libre et administré et que finalement il n'y aurait pas de raison d'être en colère. Je dis une chose, l'armée israélienne contrôle les frontières terrestres avec des blocus. Donc c'est eux qui vous ont empêché d'accéder à Reza. Je ne sais pas qui m'a empêché d'entrer à Gaza, je n'ai pas d'éléments, je sais simplement que je n'ai pas eu de laissez-passer de la part des autorités égyptiennes, puisqu'il me faut une autorisation pour traverser le désert du Sinaï. C'est comme ça que ça se passe si vous voulez rentrer à Gaza via Rafah. Je n'ai pas eu cette autorisation parce que c'est des autorisations qui sont compliquées à obtenir. Vous êtes dans une zone militarisée, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de protection quand vous êtes parlementaire. Donc ça ne s'est pas fait et je le regrette, mais je suis déterminé, évidemment, quand la situation, et j'espère le plus rapidement possible, le permettra, de revenir à Gaza aux côtés des populations civiles qui ont cruellement besoin de soutien et d'engagement politique à leur côté. Parce que ça fait trop longtemps qu'on évoque la question palestinienne comme une question humanitaire. C'est ça. Tous les 2 ou 3 ans, il y a une guerre et ça se répète. Et je crois qu'il faut en finir avec ça. Et aujourd'hui, je lance l'alerte parce que nous sommes sur une situation qui vise à faire disparaître le peuple palestinien. Exact. C'est une situation de nettoyage ethnique. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU parlent de risque génocidaire. C'est pas le parlementaire que je suis qui utilise ces termes, c'est l'Organisation des Nations Unies qui dit ça de manière très sérieuse. Ces gens sont des experts reconnus, qualifiés, qui n'utilisent pas des mots à la légère. Quand ils utilisent des mots, c'est parce que la situation est d'une extrême gravité. Donc moi, je suis déterminé à y revenir quand les conditions le permettront. Et je crois que ça serait l'honneur de tous les pays du monde aujourd'hui d'apporter un soutien au peuple palestinien et surtout de mettre des sanctions pour faire cesser le massacre organisé par l'armée israélienne. Parce que j'ai entendu l'armée la plus morale du monde. Et quand vous voyez les images, les bombardements, les ambulances, les écoles, les civils, tout est ciblé sans distinction. C'est absolument dramatique et y compris ça remet en jeu la vie des otages puisqu'on a vu que l'armée israélienne avait tué 3 de ses propres concitoyens. Et moi je souhaite aussi que Emmanuel Macron s'engage dans la reconnaissance de l'État palestinien. Il pourrait le faire de manière très solennelle et très officielle dans les prochaines heures. Ça serait aussi un signe fort que le président de la République française dise qu'il reconnaît l'État palestinien. Vous avez tenté d'exiger la fin du blocus. Aujourd'hui, la famine est utilisée comme arme de guerre, monsieur Thomas Porte. Nous voyons comment est-ce que les Palestiniens aujourd'hui à Reza sont sujets à cette famine.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, un des éléments qui caractérise les crimes de guerre, c'est le siège d'une population, l'assoiffée, la privée d'eau, la privée de nourriture, la privée d'accès aux soins. C'est ce qui qualifie de crime de guerre en état de siège, qui est reconnu comme tel par le droit international. Et dès les premières heures de la riposte israélienne, le ministre de la Défense avait eu des mots terribles pour les populations palestiniennes, puisqu'il les avait comparées à des animaux. Oui. On est quand même dans une situation aujourd'hui où 60% des infrastructures de Gaza sont détruites ou inutilisables. Où on a sur les 2,3 millions de personnes, il y a 90% de déracinés. Et les organisations de santé, les dernières qui sont encore présentes sur place, alertent sur le fait que la crise humanitaire, la crise sanitaire qu'il y a, va être terrible parce que des maladies reviennent et des gens vont décéder par dizaines, par centaines, par milliers dans les prochaines semaines parce qu'il n'y a plus de médicaments, parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a des épidémies qui se développent. Donc il faut casser ce blocus et permettre à l'aide internationale, à l'aide humanitaire de rentrer pour soigner ces populations. On ne peut pas accepter de regarder des gens mourir sous nos yeux parce qu'on a un gouvernement d'extrême droite suprémaciste israélien qui dit qu'il ferme l'accès à Gaza et qu'il est prêt à laisser mourir des dizaines de milliers de personnes. C'est inacceptable. Et je crois que celles et ceux qui aujourd'hui apportent un soutien inconditionnel se déshonorent, font honte à leur pays. Il y a une population qui est en train d'être détruite à petit feu sous nos yeux et ça impose des réactions politiques fortes. Après une légère recherche au propos de vos diverses interventions, j'ai découvert que les médias israéliens vous qualifient d'antisémites. Comment réagissez-vous à cela ? Avec une très grande tranquillité, puisque je défie quiconque de regarder mes expressions politiques, qu'elles soient médiatiques ou écrites, où je parle de juifs, de chrétiens ou de musulmans. Je n'évoque jamais les questions religieuses, parce que pour moi, la situation palestinienne, c'est une situation politique. Et le règlement, il passe par un règlement politique du conflit. Le sujet, c'est pas d'avoir des juifs et des musulmans d'un côté. C'est qu'il y a un État colonisateur et un État qui est colonisé. C'est qu'il y a un État qui ne respecte pas le droit international et un peuple palestinien qui n'est toujours pas reconnu par un certain nombre d'États et qui n'arrive pas à vivre. Et j'ai vu aujourd'hui, et je me félicite que l'Assemblée générale de l'ONU ait adopté une résolution pour dire que le peuple palestinien avait droit à l'autodétermination. C'est un conflit politique. Et toutes celles et ceux qui sont des soutiens inconditionnels à Israël, qui n'ont pas d'autres arguments pour défendre ce qui est en train de se passer, utilisent la question de l'antisémitisme pour disqualifier celles et ceux qui apportent leur soutien au peuple palestinien. C'est dommage parce que la lutte contre l'antisémitisme est un sujet sérieux, un sujet qui, y compris en France, occasionne des violences, des agressions et parfois va jusqu'à la mort des gens. Et il faut lutter contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie. Oui. Et l'instrumentaliser pour défendre des gens qui commettent des crimes de guerre, c'est salir la mémoire des gens qui ont subi dans leur chair pendant des années l'antisémitisme, qui en sont morts. Et je crois que c'est honteux d'utiliser cette notion-là pour essayer de masquer des crimes de guerre. En tout cas, moi je le dis, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, ce sont des valeurs que j'ai chevillées au corps et je continuerai à les porter dans mes engagements comme je l'ai toujours fait par le passé. Monsieur Thomas Porte, merci infiniment d'avoir été vous. avec nous. Merci infiniment, monsieur, d'avoir été avec nous. Thomas Porte est député de la France Insoumise, porte-parole du mouvement Génération, et il était avec nous à partir de Paris. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rendu public ce lundi 18 décembre la création d'une coalition internationale contre les Houthis yéménites. L'engagement de l'Amérique envers Israël est inébranlable. Et aucun individu, groupe ou État ne doit mettre à l'épreuve notre détermination. C'est pourquoi, en mer Rouge, nous dirigeons une force d'intervention maritime internationale afin de faire respecter le principe fondamental de la liberté de navigation. Le soutien de l'Iran aux attaques des Houthis contre les navires commerciaux doit cesser. L'escalade récente des attaques irresponsables des Houthis en provenance du Yémen menace la libre circulation du commerce, met en danger la vie des marins innocents et viole le droit international, a déclaré le chef du Pentagone. 10 pays, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni doivent rejoindre, selon le Pentagone, un groupement naval destiné à contrer les Houthis du Yémen. Avec nous en ligne, monsieur Mostafa Norman. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate yéménite, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. Monsieur Mostafa Norman, j'interroge votre expérience. Que pensez-vous de cette coalition proposée par les États-Unis? Les États-Unis n'avaient pas besoin d'une coalition. Il y a des navires militaires de tout le monde qui sont déjà à Djibouti. Ça me fait questionner le vrai
propos des États-Unis pour faire une telle coalition. Bien sûr que le Houthi, comme un groupe militant qui a l'expertise de guerre depuis 9 ans, très bien équipé par l'Iran, très bien entraîné par les Iraniens, ils ont la capacité de déranger tout le trafic qui passe par Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Et c'est ça le danger si les États-Unis décident, pour une raison ou l'autre, d'attaquer les Houthis. Je suis certain que les Houthis ont la capacité de déranger tout le trafic maritime dans la mer Rouge. Je crois que les États-Unis cherchent une couverture de leurs opérations et ils ont essayé de grouper certains pays du monde arabe ou du monde islamique. Il n'a gagné que le Bahreïn, le Seychelles, et c'est tout. Personne dans le monde arabe, ni le monde islamique, d'entrer dans une guerre. Les États-Unis, s'ils insistent de faire ça, c'est une erreur que tout le monde va payer le prix. Alors, vous parlez, monsieur Mostafa Norman, vous parlez des États-Unis. On peut également dire qu'à Djibouti, la France dispose d'une garnison, de matériel de reconnaissance et de moyens aériens. Les États-Unis, l'Espagne, le Japon et l'Italie sont aussi présents sur cette zone avec des soldats et de l'équipement. S'ajoutent à ces forces armées terrestres les nombreuses flottes postées dans la région, telle que l'opération dite Opération Atlante. Quelle serait aujourd'hui la valeur ajoutée de cette coalition? Est-ce qu'il s'agit, surtout pour les États-Unis, de dire qu'au final, les rangs arabes sont divisés, puisqu'ils font également appel à des pays arabes? Je suis certain que les États-Unis vont gagner rien. Ils vont faire aucun succès. Ils ont déjà une base navale à Djibouti. Oui. Ils ont leurs navires militaires partout. Ils ont cherché des pays arabes qui joignent cette coalition et en fin de compte, il n'y avait rien que le Bahreïn. C'est un sujet que les États-Unis doivent penser. Pourquoi les États arabes n'ont pas le désir de participer dans une telle force? Ce serait un moyen, monsieur Mostafa Norman, j'interroge votre expérience, de créer des scissions, notamment avec l'Iran. Nous savons qu'il y a eu un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Est-ce tenter une nouvelle fois de créer des scissions en ce sens? Les relations entre les Iraniens et les Saoudiens, elles sont bonnes. Je ne peux pas dire qu'elles sont de meilleures conditions. On va dire qu'elles sont meilleures. Bonnes. Oui. Mais c'est pourquoi les Saoudiens n'ont pas le désir d'hériter les Iraniens, de joindre l'appel américain. L'Arabie saoudite a décidé de fermer les problèmes qui étaient créés pendant 10 ans qui sont passés. Hier, monsieur Mostafa Norman, les pays de cette éventuelle coalition européenne ont déclaré l'impossibilité de voir naître cette coalition proposée et espérée par les États-Unis. Est-ce un aveu d'échec? Pour moi, c'est un échec, absolument. Les États-Unis, il n'y a rien qu'ils peuvent faire contre les Houthis au Yémen. Parce que si les États-Unis attaquent le Yémen, les Houthis ont la capacité de répondre dans la mer Rouge et ça va créer une crise internationale que ni les États-Unis ni le monde entier peuvent arrêter maintenant. Ça serait une crise internationale. La crise internationale serait bâtie ou est bâtie sur des intérêts économiques, évidemment. J'illustre mon propos. En 2013, le détroit de Bab el-Mandeb voyait passer chaque jour 3,8 millions de barils de pétrole brut ou raffiné. Aujourd'hui, c'est 3 fois cette quantité qui passe par le détroit de Bab el-Mandeb. Ces objectifs économiques sont le fer de lance du politique? Oui, absolument. Il y a 20% du commerce international qui passe par la mer Rouge. Oui. Par conséquent, par le Bab el-Mandeb. Les conséquences vont être très graves si les États-Unis prennent l'initiative d'attaquer le Yémen, attaquer les Houthis. Les Houthis ont la capacité de déranger tout le trafic de Bab el-Mandeb maintenant. C'est ça le danger. C'est ce que je crois que les États-Unis essayent maintenant de recalculer leur ambition d'attaquer les Houthis. Ça serait très, très dangereux pour tout le monde. Et il faut aussi comprendre que tout le monde arabe maintenant comprend que si les États-Unis attaquent le Yémen, c'est parce que les Houthis ont décidé d'attaquer les navires israéliens ou Israël elle-même. Et aussi, on a noté que les Israéliens n'ont pas joint la coalition. Parce qu'ils savent si les Israéliens joignent cette coalition, ça serait une guerre entre Israël et le monde arabe entier.
De toute façon, les Israéliens n'ont jamais fait de guerre, c'est toujours les autres qui font les guerres pour eux, monsieur Mostafa Norman. Oui, absolument. Oui, je suis d'accord avec ça. Monsieur Mostafa Norman, le fait que les pays arabes ne rejoignent pas cette coalition signifie par ailleurs qu'ils soutiennent la démarche des Houthis? Non, mais, enfin, je ne crois pas qu'ils le supportent, mais ils savent que ce que le Houthi a fait, les attaques des Houthis, ont gagné un support dans l'opinion publique arabe. C'est ça, c'est ça. Partout. Et oui, voilà, ils essayent d'en tirer une certaine légitimité en ne disant rien ou en ne s'impliquant pas dans cette coalition. Vous disiez tout à l'heure, monsieur Mostafa Norman, que les Houthis ont une certaine capacité. Vous parliez de capacité militaire, en l'occurrence? Oui, absolument. Ils l'ont démontré dans les attaques qu'ils ont faites pendant les dernières semaines. Contre Israël elle-même, ils ont envoyé des missiles. Enfin, je sais que ce ne sont pas très précis, mais ils ont la capacité, comme j'ai dit, de déranger et de mettre en danger tout le trafic commercial dans la mer Rouge. Permettez-moi cette dernière question. Qu'est-ce qui a empêché la coalition qui existe déjà dans ces eaux d'agir, monsieur Mostafa Norman? Parce qu'ils savent très bien que ni le monde arabe, quand je parle du monde arabe, je parle des peuples du monde arabe, oui, ne vont pas digérer cette attaque contre un pays arabe. Et deuxièmement, que la réaction des Houthis va être très fatale dans la mer Rouge. Enfin, les Américains le savent très bien. Monsieur Mostafa Norman, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci. Mostafa Norman est un ancien diplomate yéménite. Il a été vice-ministre des Affaires étrangères du Yémen. Une coalition qui n'est rien d'autre qu'une simple extension de 5 forces opérationnelles combinées que commandent les États-Unis entre la mer Rouge et le golfe Persique depuis 20 années à partir d'une base située à Bahreïn. Une base située à Bahreïn et dont sont membres les marines militaires de quelques 39 pays. En pratique, tous les pays annoncés par le Pentagone sont déjà associés à l'une ou à l'autre de ces coalitions et certains, comme la France et l'Espagne, ont déjà des bâtiments. L'opération baptisée Gardien de la prospérité ne séduit pas vraiment les dirigeants de la région. Avec nous en ligne à partir de Sanaa, Monsieur Nasreddin Amr. Saïd Nasreddin Amr, shukran li hudurikum ma'ana, Saïdi. Monsieur Nasreddin Amr, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chargé des médias au sein du mouvement Houthi Ansar Allah. Saïd Nasreddin Amr, كيف تتعاملون مع هذا المقترح الأمريكي المتعلق بإنشاء تحالف؟ Nous sommes prêts à faire face à ces coalitions et nous ne reculerons pas dans notre soutien au peuple palestinien. Nous ne cesserons nos opérations que quand les aides parviendront à Gaza. En dehors de cela, nous riposterons à toute attaque ou agression et ceux qui prévoient d'attaquer le Yémen par les airs, la mer ou par voie terrestre n'auront qu'à assumer leur acte. De notre côté, nous riposterons immédiatement. سيد عامر، الولايات المتحدة الأمريكية تدعو الدول الأوروبية إلى تنسيق فيما بينها. ما هي الاستعدادات الميدانية لمواجهة هذه التحالفات؟ أولا نحن ندعو هذه الدول إلى عدم الانخراط في حماية السفن الإسرائيلية. هذا التحالف ليس هدفه. Nous appelons ces pays à ne pas intégrer cette coalition destinée à protéger les navires israéliens. Cette coalition n'a pas pour but de sécuriser la navigation qui ne court aucun danger par ailleurs. Des pavillons empruntent le détroit actuellement en toute normalité, en toute sécurité. L'interdiction concerne les navires israéliens et tout État
États qui intègrent cette coalition protègent Israël et avalisent les massacres, agréent le fait que le peuple palestinien soit tué aujourd'hui et meurt de faim et de soif, agréent une bataille immorale. Notre engagement est à l'inverse moral. À partir de cela, nous sommes convaincus de la justesse de cette cause et c'est le plus important. Nous agissons avec foi. Concernant les moyens militaires, nous avons une production importante. Nous avons différentes armes navales. La géographie nous aide également. Nous pouvons atteindre n'importe quel objectif dans la mer Rouge et la mer d'Oman, de n'importe quel lieu au Yémen. La géographie nous octroie une supériorité et met à notre portée toutes les bases américaines dans la région. Toutes les bases, tous les navires sont à notre portée. Nous avons un peuple fort et soudé qui nous soutient, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous. Nos adversaires nous ont rejoints. Les manifestations comptent des milliers de Yéménites. Nous avons des équations hors pair, une armée forte qui a foi en la Palestine et en sa cause. سيد نصر الدين عامر شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا. شكرا جزيلا حياكم الله. Nasr al-Din Amr est chargé des médias au sein de Ansar Allah, du mouvement Houthi, et il était avec nous à partir de Sanaa. Le détroit de Bab el-Mandeb, qui sépare le Yémen de Djibouti, est un point névralgique du commerce maritime entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. À son point le plus étroit, il mesure seulement 18 000 miles, limitant la circulation des navires à 2 canaux de 2 miles de large chacun, un dans chaque direction. Avec nous en ligne, Monsieur Bernard Heikel, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur de l'Institut des études transrégionales du Moyen-Orient contemporain, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale. Monsieur Bernard Heikel, avant de parler de cette coalition, j'aimerais d'abord avoir votre avis sur les opérations menées par les Houthis. Le mouvement Houthi a déclaré ouvertement qu'il voulait soutenir les Palestiniens à Gaza et faire le combat contre Israël. Ils ont déjà lancé des dizaines de drones et de missiles vers Israël. Certains de ces drones ont survolé l'Arabie Saoudite. Donc, en fait, les Houthis ont décidé de faire la guerre à Israël à une plus petite échelle, bien sûr. Et cette guerre inclut aussi des navires maritimes dans la mer Rouge que les Houthis disent sont des navires israéliens. Et en plus, il y a aussi une autre angle à tout ça, c'est que les Houthis sont très liés à l'Iran. Les drones que les Houthis utilisent, plus les missiles que les Houthis utilisent, sont des drones manufacturés en Iran. Est-ce que cela va constituer un moyen de pression? Je ne sais pas si ça constitue un moyen de pression, mais en fait, ça a un effet sur le commerce international. On voit déjà que les primes d'assurance ont augmenté pour la mer Rouge. Donc, en fait, ils ont bien sûr une influence. Je crois que la marine américaine est déjà impliquée dans la défense de certains de ces navires et la marine britannique aussi a décidé de faire partie ou de joindre aux Américains. Je crois qu'on va voir une coalition internationale de pays occidentaux. Alors, à propos de coalition, si Bab el-Mandeb est directement lié au Yémen et à Djibouti, ces débouchés concernent l'ensemble des pays ayant une façade maritime sur la mer Rouge. Je cite l'Érythrée, le Soudan, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. De ce fait, le Yémen, qui est un acteur clé, va-t-il avoir en face de lui des coalitions qui vont se tramer? Oui, je crois qu'en fait, on va voir une coalition, à part la coalition des pays occidentaux, on va voir des pays de la mer Rouge. Il y a déjà une coalition qui lie la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite contre les Houthis, parce qu'il y a une coalition qui soutient le gouvernement yéménite qui est reconnu internationalement et une coalition gérée par l'Arabie. Et je sais que l'Arabie, par exemple, a déjà présenté aux Houthis que si les missiles qui survolent l'Arabie et qui visent Israël, si ces missiles tombent sur des villes ou des villages saoudiens, qu'il y aura une réplique saoudienne contre les Houthis directement.
S'il y a des attaques aussi qui ciblent, même par accident, l'Arabie ou l'Égypte ou la Jordanie, cette coalition est déjà là, elle est déjà prête. À propos de coalition, en 2008, la résolution 1816 du Conseil de sécurité de l'ONU ouvre la voie à l'intervention des États dans les eaux territoriales somaliennes. La mission européenne, par exemple, Atlanta, est alors relancée et participe à la surveillance maritime et aérienne du Golfe depuis Djibouti. Est-ce que les capitales occidentales, européennes en l'occurrence, vont s'impliquer un peu plus dans cette guerre en dépit de toutes les pressions qu'elles subissent aujourd'hui? Il faut se rappeler que 14% à peu près, ou 15% du commerce international maritime passe par Bab el-Mandeb. Donc c'est un passage très très important dans les affaires du monde. On a déjà vu quand un grand bateau, un grand navire s'est bloqué à Suez, dans le canal, oui. Ça a créé un chaos mondial dans le commerce et le transport mondial. Monsieur Bernard Heikel, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci. Bernard Heikel est directeur de l'Institut d'études transrégionales du Moyen-Orient contemporain, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale, spécialiste de la péninsule arabique et de la politique de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale. Et il était avec nous à partir de New Delhi. Pour la première intifada, Ishaq Rabin ordonna à ses soldats de briser les os des lanceurs de pierres. Rabin a bien sûr nié avoir dicté ses actes. Il a par ailleurs reconnu avoir ordonné d'exercer de façon extrajudiciaire force, puissance et frappe contre les civils. Ces actes de violence illégaux se poursuivent, non seulement contre des adultes, mais aussi contre des enfants palestiniens. مش أكبر رسالة للعالم وبيستشهد هذا البطل إحنا فخورين بهم. Les Palestiniens croisent, frôlent et côtoient la mort au quotidien. Celle-ci, la mort, que tout un chacun craint, revêt pour les cueillir, les couvrir et les protéger son linceul blanc. Les enfants de Reza ont été enfermés, puis affamés, pour devenir par la suite une cible et être gazés. Toutes les lignes ont été franchies, mais rien ni personne n'ira briser leur siège. يجي يشوف حالتنا يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة هذا حصار هذا أكبر حصار هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال. بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح. بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم. بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. احنا هنا لا في اكل ولا مي ولا شرب ولا شيء. احنا هنا مرميين. احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا. ولا بناكل ولا بنشرب ولا اشي بيسوونا ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا اكل او اشياء. Israël agite ses soldats, journalistes, analystes, diplomates, tous y vont de leur bataille. Ils tenteront de convaincre l'enfant mort par suffocation, l'amputé des deux jambes, le journaliste. Tous seraient, diront-ils, des terroristes. C'est l'armée israélienne a tiré à balles réelles contre des manifestants à Gaza hier. Vous assumez? Regardez, je regrette beaucoup pour chaque être humain qui est décédé, n'importe quelle est sa nationalité, mais s'ils sont des terroristes, 55 terroristes viennent vers la barrière pour essayer de passer dans le territoire israélien. Les 55 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne sont des terroristes? Ils sont tous. Et... Il y avait 8 enfants, dont un bébé. Regardez, ce n'est pas des manifestations calmes, ce n'est pas des manifestations calmes. Quand une armée tire sur des civils, on appelle ça un massacre. La vérité sort de leurs entrailles. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappé, giflé des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base, et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté.
On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. Peut-être que c'est justifié, peut-être qu'il n'y avait pas d'autre moyen, peut-être. Mais on a arrêté de se demander si on ne franchissait pas la ligne rouge. Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui semble nous manquer et qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus. Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'El-Quds est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dilé et bradé leur passé et celui de leur peuple. Ont participé à ce programme Thomas Porte, député de la France Insoumise, porte-parole du mouvement Génération. Mostafa Noumen, diplomate yéménite, ancien vice-ministre des Affaires étrangères du Yémen. Bernard Heikel, directeur de l'Institut des études transrégionales du Moyen-Orient contemporain et de l'Afrique du Nord. Nasreddin Amr, chargé des médias au sein du mouvement Ansarullah Houthi. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Lakhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.